Et si je vous disais que j'ai trouvé un portefeuille qui bat 97% des fonds professionnels? Son propriétaire, pas un institutionnel, un investisseur de 25 ans sans aucune formation financière. Dans cette vidéo, je vais décortiquer chaque position de ce portefeuille pour vous montrer exactement comment il génère ses performances et surtout pourquoi sa stratégie pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Si je vous disais 100% d'actions individuelles, pas un seul ETF alors qu'il a quand même un profil jeune, aucune couverture, et le plus fou dans tout ça, eh bien 12% de son capital est concentré sur un seul pays, la Pologne. Quand j'ai vu ces chiffres, j'ai d'abord cru à une erreur. Puis, j'ai analysé chaque ligne, et ce que j'ai découvert m'a littéralement glacé de sang. Bonjour à tous, c'est Sébastien, conseiller en investissement financier et chef des opérations de Value Investing Screener, Divis pour les intimes. Aujourd'hui, on va analyser en profondeur le portefeuille de Gauthier, un portefeuille aussi impressionnant que dangereux et qui pose une question brûlante. Jusqu'à où peut aller un jeune investisseur avant que le marché ne lui rappelle les règles du jeu? Quand on gratte un peu la surface, tout devient beaucoup plus flou. Et si la performance n'était qu'un mirage? Et si ce portefeuille masquait des failles qu'un investisseur plus expérimenté aurait immédiatement corrigé? Et surtout, est-ce que ce niveau de risque est comparable et compatible avec quelqu'un qui n'a même pas encore 25 ans? Dans cette vidéo, on va parler des choix d'allocation, des zones de fragilité et de ce qu'il faudrait ajuster avant qu'un simple retournement ne vienne tout remettre en question. Donc maintenant que c'est dit, avant même de plonger dans les lignes du portefeuille, il y a une étape fondamentale que beaucoup d'ailleurs oublient ou survolent trop vite, celle du profil de l'investisseur. Et pourtant, c'est un peu comme si on analysait un régime alimentaire sans connaître les objectifs de la personne. Veut-elle perdre du poids, prendre du muscle, courir un marathon? Sans ce contexte, eh bien, les choix peuvent sembler incohérents, voire contre-productifs. C'est exactement la même chose avec un portefeuille. Pour juger de sa pertinence, il faut toujours le mettre en miroir avec la personne qui l'a construit. Son âge, ses objectifs, sa tolérance au risque et sa stratégie d'investissement, bien évidemment. Ce qu'on cherche à vérifier ici, c'est finalement si le portefeuille est le reflet fidèle de son profil, s'il y a un bon fit entre les deux, si je puis dire. Et ici, eh bien, on a un investisseur qui semble plutôt jeune, ce qui est déjà une excellente nouvelle. Commencer tôt, c'est l'un des meilleurs leviers finalement pour bénéficier de la puissance des intérêts composés. C'est un peu comme planter un arbre, plus on s'y prend tôt, plus les racines sont solides et plus le capital eh bien, a le temps de croître. On va donc s'intéresser au profil de notre investisseur du jour. Donc, il s'appelle Gauthier et ce qu'on a déjà en information générale, donc c'est qu'il a moins de 25 ans, qu'il est alternant, célibataire et commence déjà avec un portefeuille de 10 000 euros avec un horizon long terme de plus de 10 ans, ce qui est excellent. Au niveau de ses objectifs, donc là vous voyez sa tolérance au risque et ses différents objectifs. Donc je vous le mets ici. Et bien déjà ce qu'on peut voir dans tout ça, c'est qu'il a des objectifs clairs et multiples. Ce qui ressort très clairement, eh bien, c'est la pluralité de ses objectifs. Il souhaite d'abord, vous le voyez ici, faire croître son capital sur le long terme, générer progressivement des revenus passifs via par exemple les dividendes, et aussi préparer sa retraite. Ça, c'est un excellent combo, mais ça implique un portefeuille qui doit être bien construit avec une vraie réflexion sur la qualité des dividendes. Et ici, je vais d'ailleurs vous faire une petite parenthèse pédagogique à ce sujet-là, parce que je trouve ça important. Ce n'est pas parce qu'une entreprise verse un dividende élevé que c'est forcément une bonne chose. Ce qui compte, c'est la qualité du dividende, et j'insiste dessus, la qualité. Un bon dividende, ce n'est pas juste un taux élevé, c'est parce que vous voyez 15% de dividende que c'est intéressant. C'est un dividende qui est soutenable. Et pour ça, on regarde notamment ce qu'on appelle le payout ratio, c'est-à-dire en fait la part du bénéfice distribué, donc le bénéfice de l'entreprise, sous forme de dividende aux actionnaires. C'est un peu comme un particulier. S'il gagne 2000 euros et qu'il distribue 1800 euros à ses proches, c'est généreux. Mais vous me l'accorderez, c'est pas très durable. Alors qu'un payout ratio autour de 40 à 60%, avec une croissance régulière du dividende année après année, c'est généralement le signe d'une entreprise qui est bien gérée. C'est-à-dire qu'on cherche des payout ratios qui ne sont pas non plus trop élevés. C'est finalement le même schéma que si vous distribuez de l'argent à vos proches. Le point, préparer sa retraite, donc, c'est chercher de la croissance, plus eh bien, rajouter un soupçon d'un style d'investissement particulier, le value. Puisque il vise le long terme et la retraite, il lui faut un portefeuille capable de croître de manière régulière. Et ça passe aussi, selon moi encore une fois, par une part de value investing, c'est-à-dire chercher des entreprises de qualité, mais temporairement sous-évaluées. Tout ce que je dis là, c'est quand même très important que je vous le dise, eh bien, ce n'est ni un conseil en investissement, c'est seulement une étude à aspect pédagogique.
Ce n'est pas un conseil personnalisé au sens de l'AMF, ni une recommandation d'investissement. C'est seulement mon avis personnel sur un portefeuille. Maintenant que c'est dit, il faut que je vous dise, mais que c'est souvent, en fait, quand on va regarder, donc quand on fait du value investing, c'est souvent là qu'on trouve de belles opportunités et c'est ce qui permet de battre les indices sur le long terme. On le voit dans son profil ici, c'est qu'il a une tolérance de risque qui est modérée et ça, c'est un point qui n'est pas à négliger. Il indique, c'est-à-dire accepter une certaine volatilité en échange d'un potentiel de croissance plus élevé. C'est ce qu'on appelle une tolérance au risque qui est modérée. Et ça, c'est un paramètre hyper important. Pourquoi? Parce qu'on devra évaluer la volatilité du portefeuille, donc la volatilité réelle, pour le comparer à sa tolérance. Pour vous imaginer un peu tout, investir, en fait, c'est un peu comme choisir un trajet en voiture. Certains préfèrent l'autoroute, c'est plus stable, plus long, mais plus sûr. D'autres acceptent les petites routes sinueuses avec des virages, des secousses, mais un gain de temps potentiel. Ici, notre investisseur accepte quelques secousses à condition que la destination en vaille vraiment la peine. Maintenant que c'est dit, regardons son approche d'investissement et on le voit ici, c'est du stock picking. Alors, c'est une approche qu'on appelle active, puisque c'est un élément intéressant, son approche, elle est centrée sur cette dernière, et pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, cela veut tout simplement dire qu'il sélectionne lui-même ses actions plutôt que d'investir dans des ETF indiciels qui reproduisent un marché ou un style d'investissement. Et là-dessus, franchement, c'est très positif. Beaucoup de jeunes commencent en général, et ils n'ont pas tort, par les ETF, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, je vous l'accorde, mais ici, on sent une vraie envie d'apprendre, de comprendre les entreprises et de prendre des décisions éclairées. C'est plus exigeant, mais aussi beaucoup plus formateur et à long terme, évidemment, beaucoup plus intéressant. Quand c'est bien fait, ça généralement, ça surperforme le marché. Les autres points, c'est qu'il a un titre d'août, donc d'Amico, dont on parlera à la fin de cette vidéo. Les aspects sur lesquels il veut qu'on se concentre. Performance, répartition du portefeuille et risque du portefeuille. Ça correspond avec son profil. Un investissement à conserver, on lui a posé la question, il n'en a pas un vraiment. Et les points forts selon lui, une bonne diversification géographique, une bonne répartition sectorielle et le poids de chaque action qui est bien réparti. Son enveloppe pour investir est un compte titre, ce qui lui permet évidemment de mieux se diversifier. Donc maintenant qu'on a tout ça en tête, on va pouvoir passer à l'analyse du portefeuille. Et point important, ce portefeuille en fait a maintenant seulement 2 ans de recul. C'est parfait pour une première vraie analyse. On va pouvoir observer comment il a réagi dans différents contextes de marché, comment il a performé depuis 2023 et surtout voir si sa stratégie tient toutes ses promesses. Mais attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. J'ai tenu compte en fait de l'année où il a évidemment construit son portefeuille, mais on aurait pu backtester, c'est-à-dire regarder la performance sur beaucoup plus d'années antérieures. Mais ici, ce n'est pas assez pertinent pour lui, vu qu'on cherche vraiment à se rapprocher au maximum de ses conditions d'investissement. On se retrouve donc sur le portefeuille de Gauthier que vous ai mis sous format Excel. J'ai bien tenu compte de ce format qui vous plaît plutôt pas mal. Donc on le voit, il y a plusieurs grandes lignes, donc du stock picking, avec des poids qui sont plus ou moins bien répartis. Donc plusieurs actions évidemment polonaises, Macaroni, Musa, quelques actions également asiatiques qui peuvent être intéressantes, qu'on peut aller creuser. Un peu de Total Energy évidemment, du Taiwan Semiconductor. Donc évidemment des entreprises plus exotiques, sûrement dégotées via le logiciel qu'il utilise et via ses analyses également fondamentales. Donc ça, c'est important. Comme ça, vous avez le détail du portefeuille sous les yeux et on va pouvoir passer à l'analyse. Et pour faire cette analyse, je le précise, j'ai utilisé donc les logiciels Value Investing Screener et Backtest Vision. VIS, donc Value Investing Screener, c'est l'outil que j'utilise tous les jours pour scanner des portefeuilles réels, identifier des failles invisibles et aider les investisseurs à corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Il permet de filtrer le marché et de dévoiler des milliers d'opportunités d'investissement en quelques secondes, mais aussi d'analyser toutes les actions cotées en monde en quelques clics de manière simple et bien expliquée. Donc, c'est-à-dire que même les plus débutants peuvent y avoir accès. On essaie de rendre évidemment ce logiciel accessible à tous. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le tester, j'ai glissé un code promotionnel dans la description. Il s'appelle Sébastien. Libre à vous d'aller l'utiliser. Maintenant que c'est dit, passons donc, j'ai fait des extracts donc, de Backtest Vision pour voir la performance du portefeuille de notre ami Gauthier que je vous mets ici. Alors, déjà sa performance depuis 2023, maintenant que son profil est posé, on peut passer justement à cette analyse chiffrée. Premier constat, il y a de quoi féliciter Gauthier. Pourquoi? Parce que depuis début 2023, son portefeuille a surperformé le S&P 500, sachant que le S&P 500 depuis 2023 connaît des années quand même très positives. Sur une base de départ, on le voit ici, de 10 000 $, il atteint aujourd'hui plus de 16 000 $, soit un rendement annualisé, donc ce que vous voyez ici en CAGR, de 20,8% contre 20% pile pour le S&P 500. Surperformance légère, mais quand même.
Alors, bien sûr, ça peut sembler très proche, mais chaque décimale compte, surtout quand on parle de capitalisation. Et surtout quand cette performance d'ailleurs est obtenue sans simplement répliquer un indice, mais par un travail de sélection active en stock picking. Ce qu'on attend finalement du stock picking, c'est justement cette capacité à faire mieux que le marché et à ne pas subir les frais en ETF. Parce que si vous aviez investi dans des ETF seulement du S&P 500, si Gauthier avait seulement investi ça, il fallait quand même déduire les frais, donc ça n'aurait pas été la même performance. Ici, Gauthier a non seulement réussi à capter la tendance haussière globale, mais aussi à l'amplifier grâce à ses choix d'actifs. Et ce n'est pas juste une question de chance, puisqu'on le voit ici sur ce graphique, on voit des mouvements cohérents, une dynamique constante et une meilleure capacité de rebond après les périodes totalement creuses. Donc on le voit ici, c'est très positif. Si on étudie également la volatilité, donc performance oui, mais à quel prix? Parce qu'il ne faut pas regarder uniquement la performance brute. Un bon portefeuille, je vous le rappelle, ce n'est pas juste celui qui monte le plus haut, c'est aussi celui qui tombe le moins bas. Et c'est là qu'intervient l'indicateur clé, le maximum drawdown, ou alors chute maximum. Autrement dit, en fait, c'est un peu, si vous voulez, la plus grosse chute observée entre un point haut et un point bas. Pour Gauthier, on le voit, cette chute maximale a été de moins 14,7%. Pour le S&P 500, elle a été plus marquée, on le voit, moins 18,8%. Et ça, c'est un très bon signal. Et vous allez me demander, Sébastien, pourquoi? Eh bien, parce que cela montre que le portefeuille résiste mieux en période de baisse. Pour reprendre un peu une version imagée, imaginez deux coureurs. Finalement, ces deux coureurs peuvent finir une course en même temps, mais si l'un d'eux a dû s'arrêter deux fois pour vomir et reprendre son souffle, on sent que le second est plus robuste. Ici, le portefeuille de Gauthier a moins tremblé dans les moments difficiles. On voit d'ailleurs, au niveau de sa meilleure année, elle a été de plus 26% pour Gauthier, et sa pire année, plus 17,8%. Même la pire année est très largement positive. C'est un autre indicateur de stabilité et de qualité. Là où beaucoup de portefeuilles peuvent alterner entre moins 10 et 30%, Gauthier montre une constance dans la performance qui est particulièrement intéressant pour un investisseur qui souhaite bâtir un capital à long terme tout en conservant une certaine tranquillité d'esprit. Puisqu'on le rappelle, il a quand même une tolérance modérée au risque. Et si, imaginons, on se projette dans 20 ans, si on imagine que Gauthier continue sur cette lancée avec son portefeuille actuel en ajoutant par exemple 300 euros par mois en plus de son capital de départ, en utilisant justement un rendement moyen de 20,8% par an et en déduisant, imaginons, une inflation de 2% et une fiscalité moyenne de 30% à cause du compte titre, justement, je le rappelle, on obtient un rendement réaliste autour de 12,5 par an. Avec cette hypothèse, en 20 ans, son portefeuille atteindrait environ 390 000 euros net de fiscalité et d'inflation avec seulement 10 000 euros de départ. Donc, c'est une création de richesse massive, simplement en gardant une discipline d'investissement qui doit être régulière. Ce chiffre, je vous le rappelle quand même, est hypothétique. Aucun rendement n'est garanti et les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais ça donne un ordre de grandeur concret de ce que peut produire un portefeuille bien construit, discipliné et nourri chaque mois, même sans augmenter le montant de départ. Maintenant, on va s'intéresser donc à un concept assez important, la frontière efficiente. Quand on analyse un portefeuille, au-delà de la performance brute ou de la volatilité, il y a un concept fondamental pour juger de la qualité, c'est donc la frontière efficiente. Et ici, Gauthier, a encore une fois de quoi se réjouir. Son portefeuille se situe très proche de cette frontière, ce qui est un excellent signal, vous le voyez. Pour rappel, et pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec ce principe, c'est finalement un outil issu de la théorie moderne du portefeuille développé par Harry Markowitz. Et cette frontière, elle représente l'ensemble des portefeuilles optimaux, ceux qui offrent le meilleur rendement possible pour un niveau de risque donné, ou inversement, le risque le plus faible pour un niveau de rendement donné. Imaginez par exemple un archipel d'îles. Certaines sont très accessibles mais peu fertiles, d'autres sont très fertiles mais entourées de requins. La frontière efficiente, c'est la ligne des îles à la fois accessibles et fertiles. Le meilleur rapport entre effort, donc le risque, et la récompense, le rendement. Et c'est là qu'on peut vivre. Donc le point rouge que vous voyez sur ce schéma, c'est notre portefeuille actuel. Il est proche de la frontière, ce qui veut dire qu'il est bien équilibré, mais il y a encore une petite marge de progression possible, en particulier si l'on souhaite optimiser davantage la répartition des actifs. Comment optimiser davantage, vous allez me demander? Il y a deux grandes approches possibles. C'est là qu'interviennent d'ailleurs les outils d'optimisation de portefeuille. Et grâce à notre logiciel associé Backtest Vision, on peut aller encore plus loin. Les deux méthodes d'optimisation sont particulièrement puissantes. D'abord, vous avez l'approche Max Sharp. Cette méthode, elle cherche à maximiser le ratio de Sharpe, c'est-à-dire le rendement excédentaire obtenu
pour chaque unité de risque prise. En clair, c'est on veut que chaque euro de risque travaille le plus efficacement possible. C'est un peu comme si dans une entreprise, on voulait maximiser la productivité de chaque salarié. Moins de gaspillage de risque, plus de performance. Il a la deuxième approche qui est l'approche qu'on appelle min-vol. Ici, eh bien, l'idée est de minimiser la volatilité globale du portefeuille tout en maintenant un niveau de performance et de rendement acceptable. C'est la stratégie finalement du confort. On cherche le trajet le plus stable possible, même si ça ne va pas forcément le plus vite. C'est comme un peu choisir un train direct plutôt qu'un covoiturage avec plein d'imprévus. C'est une solution finalement parfaite pour les profils prudents ou ceux qui veulent un portefeuille plus serein à long terme. Et pour tout ça, qu'est-ce qu'on utilise? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les séries de Monte-Carlo. La méthode de Monte-Carlo, c'est une technique de simulation statistique avancée, très utilisée dans la finance moderne, et elle consiste à générer des centaines, voire des milliers de scénarios de marché possibles en prenant en compte des variables aléatoires comme les variations de taux, de croissance, d'inflation. C'est comme faire rejouer le futur du portefeuille en boucle, sous toutes ses formes possibles. Marché haussier, crise, stagnation. Ça permet finalement de mieux anticiper les risques et les performances attendues dans une large palette de contextes. Et c'est grâce à ces simulations que les algorithmes d'optimisation peuvent proposer la meilleure combinaison possible d'actifs en fonction de ces objectifs fixés. Max Sharp ou alors Minvol. Et d'ailleurs, on peut faire un test tout de suite ensemble. Imaginons que j'utilise le Max Sharp, ça va prendre quelques secondes, que j'analyse le portefeuille. Vous voyez une nette différence avec 24,2% tout en gardant un max drawdown qui est bien plus faible et on surperforme largement le S&P 500. Maintenant qu'on a étudié la frontière efficiente, et on vient de le voir d'ailleurs, la performance chiffrée du portefeuille est excellente. Pour aller plus loin, il est toujours utile d'analyser la qualité intrinsèque des entreprises détenues à travers plusieurs critères fondamentaux. Et ici, vous le voyez, le radar des scores du portefeuille parle de lui-même. Une profitabilité au plus haut, une croissance bien orientée, une valorisation et bilan qui sont solides, une structure d'ensemble très équilibrée. Globalement, c'est un portefeuille d'excellente qualité. On sent que la sélection de titres ne repense pas sur des effets de mode ou des choix impulsifs, mais sur une vraie logique d'analyse fondamentale. Un seul point légèrement plus faible, ce sont les dividendes. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela montre simplement que le portefeuille est peut-être davantage orienté vers la croissance et un peu moins vers des entreprises à rendement élevé. Or, on l'a vu dès le départ, l'un des objectifs de Gauthier est de générer un revenu passif pour préparer sa retraite. Ce qu'on pourrait donc envisager ici, c'est de renforcer légèrement cette dimension de dividende, soit en ajoutant des entreprises avec une meilleure qualité de dividende, c'est-à-dire une plus grande croissance, une régularité, un payout ratio qui reste raisonnable, soit en utilisant l'outil Value Investor Screener pour scanner d'autres sociétés complémentaires avec une stratégie dividende cohérente et solide. Et évidemment, ces dividendes pourront être réinvestis, ce qui accélère ce qu'on appelle l'effet boule de neige sur le long terme. C'est d'ailleurs l'idée du snowball effect qu'on a étudié dans une vidéo précédente de Warren Buffett, c'est-à-dire en fait, chaque euro reçu en dividende est réinvesti dans des entreprises de qualité qui génèrent à leur tour de dividendes et ainsi de suite. On le voit également, il y a une légère sous-performance sur la valorisation. C'est un autre point d'amélioration qui est possible, c'est-à-dire la valorisation moyenne des entreprises du portefeuille semble légèrement élevée. Cela pourrait s'expliquer entre autres par une forte exposition aux entreprises mid-cap, large-cap, qui représenteraient une grosse proportion du portefeuille. Et on le voit d'ailleurs ici puisque on a la répartition, on a la taille d'entreprise et vous le voyez, les mid-cap en jaune et le large-cap en rouge, qu'est-ce qu'on se constate? C'est que ça représente plus de 50, je dirais 52% du portefeuille. Et c'est ici qu'on peut ouvrir une autre piste de réflexion. Pourquoi ne pas envisager d'intégrer plus de small cap, notamment des small cap, donc value, sont souvent des entreprises encore peu connues du grand public, sous-évaluées par les analystes, avec un fort potentiel de rattrapage. Elles peuvent permettre de dynamiser encore davantage de portefeuille, tout en gardant une bonne diversification. Et c'est exactement le genre d'opportunité que Vice permet d'identifier grâce à ses filtres avancés sur la valorisation, la croissance ou la régularité des dividendes. Maintenant, intéressons-nous à ces différentes allocations puisque c'est assez important pour comprendre la construction d'un portefeuille. Le portefeuille de Gauthier, il affiche aujourd'hui une allocation géographique qui est exemplaire et on le voit ici. 50% en Europe, 32% en Asie et 18% en Amérique du Nord. C'est vraiment, si je puis dire, magnifique. Cette répartition témoigne d'une compréhension aiguë de l'intérêt de la diversification géographique. Pourquoi est-elle si importante, je vous le rappelle? Imaginez que tout votre capital soit exposé à un seul pays. Si un tremblement de terre politique, économique ou sanitaire frappe ce pays, tout votre portefeuille en souffre. Pourtant, si vos investissements sont répartis mondialement, tandis que l'un tremble, les autres peuvent, eux, être stables, voire progresser.
C'est d'ailleurs une étude de Cambridge Associates qui confirme que les corrélations entre marchés étrangers restent généralement faibles, ce qui permet de réduire le risque global tout en accroissant les chances de saisir des opportunités qui sont, elles, locales. Et pourquoi le stock picking facilite cette répartition? Eh bien, contrairement à un ETF qui pourrait être plus global, souvent trop dominé par les États-Unis, on le voit quand même pour la plupart, le stock picking permet de choisir précisément où investir selon les zones géographiques, secteurs ou valorisation. Vous pouvez ainsi équilibrer, ajuster, surpondérer l'Asie ou l'Europe selon votre horizon, vos croyances, plutôt que d'être dépendant des pondérations arbitraires d'un indice. On le voit ici d'ailleurs, c'est un autre point à noter, la légère surpondération de la Pologne, avec environ 12% du portefeuille. C'est très intéressant et personnellement, je partage totalement cette conviction. Vous allez me demander, pourquoi la Pologne? D'abord, je vais vous répondre, le WIG, qui est l'indice phare de la bourse de Varsovie, affiche une performance exceptionnelle en 2025, entre 27 et 28,6% depuis janvier. Deuxièmement, l'économie polonaise est très dynamique. On a plus 3,2% à 3,8% de croissance en 2025, l'une des meilleures du bloc européen. Et c'est d'ailleurs plusieurs statistiques et études qui le confirment. La troisième raison, c'est évidemment les valorisations. Elles sont encore attractives. Le PER, qui est d'ailleurs le ratio cours sur bénéfice, il vacille autour de 9,10 contre près de 14,7 pour l'Eurostoxx 50, qui est évidemment un indice européen. Donc c'est un rabais qui est considérable et il y a vraiment des opportunités à saisir. Il y a d'ailleurs de nombreux capitaux étrangers qui affluent, attirés par des secteurs en plein essor en Pologne, comme l'énergie, la banque, la tech, et surtout par les fonds européens débloqués. C'est un marché encore sous couvert par la plupart des investisseurs internationaux, boycotté par certains, ce qui signifie, encore une fois, qu'il existe un potentiel de découverte de titres prometteurs à moindre concurrence. Comment peut-on alors conclure cette partie? L'allocation géographique est gagnante, équilibrée et réfléchie. Le stock picking permet de contrôler cette exposition avec finesse et intention, et la conviction sur la Pologne est justifiée par des données solides, croissance, valorisation, performance et prise de conscience croissante des marchés étrangers. Maintenant, qu'en est-il de son allocation sectorielle? Et on va le voir juste ici, puisqu'on vous souvenez, le point fort de Gauthier selon lui de son portefeuille, c'est sa bonne allocation, que ce soit au niveau du secteur ou alors géographique. C'est un autre point fort, on le voit directement. La diversification sectorielle, elle est ici une fois encore, très bien construite. Cette répartition entre différents secteurs économiques qu'on voit ici n'est pas seulement une affaire de bon sens, c'est aussi un levier fondamental pour lisser les performances dans le temps et ainsi gérer le risque de manière intelligente. Pour bien comprendre pourquoi, on va s'appuyer sur le graphique que je vous affiche ci-dessous. On le voit, vous le voyez sur ce graphique, que chaque secteur réagit différemment en fonction de la phase du cycle économique. Contraction, récession, reprise, expansion. En période de récession, ce sont souvent les produits de consommation de base, là vous voyez consumer defensive, les services de santé ou les services publics qui s'en sortent le mieux. Les besoins fondamentaux, finalement, ne disparaissent pas avec la crise. On a toujours besoin d'acheter. À l'inverse, en phase d'expansion, ce sont plutôt les secteurs comme les technologies, les matières premières, les transports ou l'énergie qui prennent le relais. Diversifier sectoriellement, c'est donc comme avoir un portefeuille prêt à toutes les saisons économiques. Quand certains secteurs déclinent, d'autres prennent le relais, ce qui permet de limiter les à-coups de performance et de volatilité. On le voit d'ailleurs que le portefeuille de Gauthier est surconcentré à 15% sur deux secteurs. D'abord, vous le voyez en bleu ici, les financial services. Ce secteur, il inclut principalement plusieurs choses. Les banques, les assureurs, les sociétés de gestion, les fintech. C'est un secteur cyclique souvent corrélé à la santé de l'économie réelle, hausse des taux, activité de crédit, confiance des ménages. Mais c'est aussi un secteur essentiel et particulièrement porteur dans certaines phases comme le début de la reprise. Le fait d'avoir 15% d'exposition ici montre une prise de position équilibrée, ni surexposition, ni négligence. Le deuxième secteur d'ailleurs surreprésenté, c'est les consumer defensive à plus de 15%. Ce secteur va regrouper les produits alimentaires, l'hygiène, les boissons, les produits ménagers, etc. C'est un pilier défensif par excellence. Même en temps de crise, on continue de consommer. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles la volatilité globale du portefeuille reste modérée sur les 2 dernières années, malgré un environnement économique parfois qui est instable. Gauthier ne s'est donc pas contenté de diversifier géographiquement, il l'a aussi fait sectoriellement, ce qui renforce la résilience du portefeuille face aux aléas économiques. 15% en services financiers et 15% en consommation défensive,
c'est un très bon équilibre entre croissance potentielle et stabilité, ce qui explique en grande partie la performance régulière et la faible volatilité observée. En bref, une structure sectorielle cohérente, intelligente et bien alignée avec un objectif long terme. Maintenant qu'on a évalué la performance et bien la construction d'ailleurs de son portefeuille, Gauthier nous a fait part d'un titre doute qu'on a creusé donc, qui est d'Amico. D'Amico International Shipping, c'est, pour rappel, une société luxembourgeoise, une filiale d'ailleurs du groupe italien d'Amico, qui est spécialisée dans le transport maritime de produits pétroliers raffinés, avec une flotte qui se vante d'être moderne, de navires à double coque. Elle transporte principalement essence, kérosène, fuel, mais aussi des huiles végétales et des produits chimiques légers. Ses clients, ils sont divers et c'est d'abord des compagnies pétrolières et des traders de matières premières. Tout ce qu'on peut dire déjà sur tout ça, c'est que c'est un secteur qui est cyclique, à haut risque, au potentiel, donc je peux comprendre les inquiétudes. Le transport maritime, c'est un exemple de secteur donc très cyclique. Ses revenus vont osciller fortement selon plusieurs facteurs. La demande mondiale, économie, consommation pétrolière, les tensions géopolitiques, donc des guerres, des sanctions, des tarifs douaniers, du cours du pétrole et du taux de fret, de la concurrence entre compagnies navales. Par conséquent, les résultats peuvent exploser dans les phases d'expansion, mais s'effondrer tout aussi drastiquement dans les phases de récession ou de chute de la demande. On le voit ici d'ailleurs, on se retrouve sur Vice donc pour analyser assez rapidement la société. Quels sont les différents signaux qu'on peut observer? Déjà au niveau de la croissance, ce n'est pas ça. À part le résultat brut, ce n'était pas calculable parce que il y a eu plusieurs chiffres qui étaient en négatif il y a quelques années. À voir, moi j'aime bien regarder sur les 5 dernières années, voir les 10 dernières. S'il y a eu des périodes négatives, bon, ça peut arriver, mais il faut aller creuser pourquoi. C'est déjà un premier pas inquiétant. Les marges, bon, elles semblent plutôt bonnes, malgré la marge négative, la marge nette et la marge de l'exploitation 2021 est très dure. C'est principalement dû au Covid-19 selon moi, donc pas de quoi s'inquiéter. Les parts de CAPEX dans le résultat net, donc les CAPEX qui sont les dépenses d'investissement, ne sont pas très élevées. Ça peut potentiellement dire un avantage concurrentiel, donc ça c'est quelque chose de positif pour l'entreprise. On le voit d'ailleurs sur les 12 derniers mois, la rentabilité de son capital, le ROE par exemple, plus 26,4%. Le ROE, c'est comment l'entreprise arrive à transformer ses capitaux propres en valeur finalement. Ils sont très bons et c'est une entreprise qui peut croître également par elle-même, plus 18% donc de SGR, qui est finalement la capacité de l'entreprise à croître par elle-même sans lever de la dette, ce qui est très positif. Et moi, j'aime bien avoir des entreprises qui ont un SGR qui est assez élevé. En l'occurrence, 18, c'est un SGR qui est élevé. Si on s'intéresse à la dette maintenant, c'est une entreprise très peu endettée. Comment on le voit? Le debt to income, qui représente tout simplement le nombre d'années de résultats nets qu'il faudrait à l'entreprise pour rembourser toutes ses dettes, est seulement de 1,46. Benjamin Graham, d'ailleurs, cherche des entreprises avec un ratio inférieur à 4. Ici, ça coche la case. Le debt to equity, donc c'est-à-dire le taux d'endettement net, c'est-à-dire la part de la dette par rapport au capitaux propres, est faible, plus 38%, surtout pour une entreprise avec finalement autant de capitaux, ce qui est très positif. Et c'est une entreprise qui est liquide et qui peut gérer sa dette, comme on le voit, le current et le quick ratio, qui sont des ratios de liquidité, quand ils sont supérieurs à 1,5, ça veut dire que l'entreprise peut finalement rembourser rapidement, vendre rapidement et facilement ses actifs pour rembourser ses dettes. Donc au niveau de la dette, c'est plutôt positif. On va regarder le nombre d'actions en circulation qui est en baisse. Ça veut dire que en tant qu'actionnaire, vous, si le nombre d'actions en circulation baisse, c'est-à-dire que vous avez une part plus grande d'entreprise qui est également positif et qui peut vous retourner dans la poche en termes de valeur plutôt. Au niveau du dividende, plus 11,93% sur les 12 derniers mois, c'est énorme et très positif. Attention cependant à la stabilité. Il y a eu seulement 2 années sans interruption. La fréquence des dividendes 2 fois par an. Si je construis un portefeuille 100% dividende, je préfère aller sur les entreprises qui ont un dividende qui est beaucoup plus stable. Quand on creuse d'ailleurs un peu plus sur tout ça, il faut également prendre en compte les signaux négatifs. Et j'ai fait quelques recherches à ce sujet-là. Actuellement, il y a plusieurs signaux qui laissent penser que l'économie mondiale se dirige vers une phase de ralentissement ou de récession. Et dans ce type de contexte, le transport maritime, il faut le savoir, fait partie des premiers secteurs à être affectés parce que la demande de transport de marchandises chute mécaniquement. On l'a vu d'ailleurs avec le Covid-19, son année 2020-2021 a été catastrophique. Sur le papier, donc, les fondamentaux restent très solides, bilan sain, rentabilité élevée, on l'a vu, flotte moderne et bien gérée, mais il y a quelques signaux de prudence. Déjà, la place boursière, parce qu'on le voit, la place boursière, c'est celle
de Milan. Et quand vous investissez en bourse, il ne suffit pas que l'entreprise soit bonne, il faut aussi que les actions soient faciles à acheter ou à vendre. C'est ce qu'on appelle le terme de liquidité. Et dans le cas d'Amico, l'entreprise, elle n'est pas cotée sur une grande place boursière comme Paris, Londres ou New York, elle est principalement listée à Milan et seulement de manière secondaire sur une plateforme peu connue aux États-Unis. Résultat, il y a peu d'acheteurs et de vendeurs. C'est un peu comme essayer de revendre un objet rare sur un petit site d'annonce au lieu d'eBay. Vous pouvez devoir attendre longtemps, très longtemps, ou alors accepter un prix plus bas que prévu. Ce manque de liquidité peut poser donc deux problèmes. Si vous voulez revendre vos actions rapidement parce que vous avez besoin de cash, vous risquez de ne pas trouver preneur. Et le prix de l'action peut varier fortement d'un jour à l'autre, simplement parce qu'il y a peu d'échanges. Le seul gros ordre d'achat ou de vente peut faire bouger le prix très très fort, à la hausse comme à la baisse. Pour un investisseur particulier, cela veut dire plus de stress, plus d'incertitude et plus de chances de perdre de l'argent en sortant au mauvais moment. L'autre particularité d'Amico, c'est que la majorité de ces actions est détenue par un seul et même actionnaire. Et d'ailleurs, c'est probablement la famille fondatrice. Qu'est-ce que ça change pour vous, pour Gauthier, pour vous autres investisseurs? Eh bien, beaucoup de choses. Vous avez déjà très peu de poids dans les décisions importantes. L'actionnaire majoritaire peut décider de changements stratégiques, d'une fusion ou même de sortir de l'entreprise de la bourse, sans que vous ayez finalement votre mot à dire. Le nombre d'actions disponibles à la vente est très faible. On parle alors de flottant réduit et moins il y a d'actions en circulation, plus le prix peut être instable parce que chaque transaction a un impact plus fort. En cas de crise d'ailleurs ou de baisse prolongée du cours, l'actionnaire principal pourrait décider de racheter les dernières actions à bas prix pour retirer l'entreprise de la bourse et en reprendre le contrôle total. Mais attention, c'est vraiment ça dans le cas le plus catastrophique. Ce n'est pas illégal, mais ça peut laisser des petits actionnaires sur le carreau avec une mauvaise surprise à la clé. Il y a aussi le risque politique et macroéconomique à prendre en compte. Aujourd'hui, l'économie mondiale traverse une zone de turbulence, on le sait, et cela affecte directement les entreprises comme d'Amico. Quelques exemples, les tensions entre les États-Unis, la Chine et l'Europe créent des barrières commerciales, des sanctions et des incertitudes sur les échanges internationaux. La guerre en Ukraine a d'abord créé d'ailleurs une hausse temporaire des prix du transport, mais cet effet s'estompe. Or, l'entreprise avait profité de ce contexte particulier, ce qui peut fausser la perception de ses résultats. Jamie Dimon, l'un des banquiers d'ailleurs les plus influents au monde, a récemment déclaré s'attendre à un durcissement de la situation économique mondiale avec un risque élevé de récession. Enfin, il y a aussi la Chine qui est un acteur clé du commerce maritime. Elle fait face à une crise immobilière et industrielle, ce qui freine ses importations et donc le besoin de transport maritime au niveau mondial. Donc dans ce climat, les entreprises de transport maritime sont en première ligne. Moins de commerce mondial égale moins de navires, donc moins de chiffre d'affaires. Les perspectives sont évidemment trop floues pour investir sereinement. On navigue à vue sans visibilité de ce qui va se passer dans 6 ou 12 mois. En conclusion, même si l'entreprise paraît solide sur le papier, elle évolue dans un environnement beaucoup trop instable, mais pour moi, pour prendre des risques aujourd'hui, surtout si vous cherchez un placement qui reste raisonnable et sur le long terme. Après, au niveau des fondamentaux, rien ne va s'effondrer du jour au lendemain. C'est une entreprise qui évidemment est très solide, qui a un gros dividende, qui est très bien gérée. Et là, ce sera à vous de faire vos propres choix selon votre portefeuille et surtout vos convictions d'investissement. On arrive donc en fin de vidéo et le portefeuille de Gauthier donc est à la fois impressionnant et ambitieux. À moins de 25 ans, il affiche une performance solide, une diversification géographique pertinente, une bonne compréhension des grands enjeux financiers et surtout une vraie capacité à construire une stratégie cohérente sans se reposer seulement sur les ETF. Les fondamentaux sont là, un bon équilibre rendement-risque, une sélection d'entreprises de qualité et une vision long terme déjà bien affirmée. Mais quelques points méritent d'être surveillés, puisque un portefeuille entièrement actif, sans filet de sécurité et une dépendance aux choix individuels, ça peut devenir un facteur de volatilité à long terme. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait améliorer dans ce portefeuille? Tout d'abord, renforcer la qualité des dividendes pour mieux coller à ses objectifs de revenus passifs et de retraite. Cibler des entreprises avec une croissance régulière du dividende, c'est-à-dire un peu haute ratio sain et une bonne visibilité. Rééquilibrer légèrement la valorisation moyenne du portefeuille en intégrant davantage de small cap value. Ça permettrait donc de dynamiser la performance tout en exploitant un segment encore très sous-évalué. Et limiter l'expansion géographique trop concentrée, notamment sur la Pologne. C'est une conviction intéressante, mais il faut éviter qu'un seul pays devienne un point de fragilité. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est juste pour l'avenir. Il pourrait aussi diversifier légèrement l'approche, ou au moins tester une stratégie satellite. L'idée n'est pas d'abandonner totalement le stock picking, mais de le compléter intelligemment pour amortir les chocs futurs, par exemple en intégrant de l'or. Et donc, on a en résumé Gauthier qui a mis en place une base solide, cohérente et performante. S'il parvient à réduire les points de tension sans trahir sa stratégie, il pourrait construire un portefeuille vraiment exceptionnel sur le long terme.
J'espère que cette analyse de portefeuille vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le portefeuille de Gauthier en commentaire, si vous auriez fait la même chose. Pensez à vous abonner, liker, partager la vidéo. C'était Sébastien sur la chaîne Vice et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.